travaux de recherche portent sur la loyauté des plateformes à l'égard des consommateurs. Un travail que j'ai mené sous la direction de mesdames les professeurs Célia Zolinski et Natacha Sofanor-Brouillot. Et donc, c'est un travail qui a été publié aux éditions d'Allos dans la collection Nouvelle Bibliothèque de thèse en avril dernier, qui a obtenu également le prix de la chaire droit de la consommation. Donc pour vous expliquer un petit peu mon cheminement intellectuel, il a commencé par mes travaux de recherche en Master 2, donc j'étais à votre place, parce que j'ai fait un double Master 2 droit, alors à l'époque c'était droit des nouvelles technologies, NTIC, et également un autre Master 2, droit de la concurrence et des contrats. Et c'est durant ces masters que j'ai commencé des travaux de recherche sur les plateformes de consommation collaborative. Donc toutes les plateformes qui permettent des échanges entre consommateurs, par exemple Blablacar ou encore le Bon Coin. Et on commençait en 2015 à s'intéresser au concept de loyauté des plateformes et à évoquer ne serait-ce que le terme de plateforme qui n'existait pas encore et leur fonctionnement, alors avec des débats sur leur catégorie. Donc je pense que vous connaissez maintenant la distinction entre éditeurs et hébergeurs. Est-ce qu'il fallait ou pas adapter le droit à ces nouveaux acteurs et si oui, comment ? Et alors, c'était la loyauté des plateformes, un concept qui a été forgé par des institutions publiques, notamment le Conseil national du numérique, qui a publié un rapport qui s'appelle « Ambition numérique pour une politique française et européenne de la transition numérique », et également un rapport du Conseil d'État sur le numérique et les droits fondamentaux, où les auteurs, qui étaient notamment accompagnés de professeurs de droit, avaient proposé cette idée doctrinale de loyauté des plateformes. Et donc d'une idée doctrinale, la loyauté des plateformes a été inscrite dans la loi française, et notamment on va y revenir, dans le code de la consommation. Et ça a été la porte d'entrée de mes travaux. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai resserré mon sujet de thèse autour des consommateurs, parce que d'autres portes d'entrée auraient pu être envisagées. Après tout, les consommateurs, et vous devez le savoir, ne sont pas les seuls utilisateurs en situation de déséquilibre face aux plateformes. Vous avez aussi les entreprises utilisatrices, et ça je pense que vous l'avez étudié, et également les travailleurs des plateformes qui, comme vous le savez, ne sont pas considérés comme des salariés. Donc, mon idée de base, c'était de traiter de la loyauté des plateformes à l'égard des consommateurs de manière, à l'égard des utilisateurs de manière transversale. Donc à la fois en s'intéressant aux consommateurs, mais aussi aux entreprises utilisatrices et enfin aux travailleurs des plateformes. Mais je me suis vite rendu compte que les enjeux de protection étaient totalement différents. Et donc, c'était difficilement envisageable de dégager une analyse générale. Et c'est suite à ça que j'ai décidé de centrer mon analyse sur les consommateurs pour deux raisons principales. Premièrement, sauf à avoir renoncé aux usages numériques de cette décennie, vous devez tous utiliser plusieurs fois par jour une plateforme. Et là, je essayais de penser, depuis que vous êtes levé ce matin, au nombre de fois où vous avez utilisé votre smartphone et au nombre de plateformes sur lesquelles vous avez dû obtenir des informations, que ce soit Instagram, Google, LinkedIn, etc. Et deuxièmement, le droit de la consommation, et je l'ai dit, ça a été un des premiers droits à encadrer les plateformes au niveau français et européen. C'est le droit de la consommation, vous le savez sans doute, un droit qui prend en compte la loyauté des acteurs et qui protège les parties faibles. La loyauté, elle est vraiment au cœur de mes développements. Elle est, vous le savez, reconnue en droit des contrats et je propose d'en faire un principe directeur des relations entre les plateformes et les consommateurs. Alors, je voulais vous
présenter des idées novatrices de ma thèse, parce que je pense que c'est peut-être plus intéressant que de vous expliquer des concepts que, voilà, qui sont pas forcément, qui sont intéressants, mais pas forcément novateurs. Ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé dans mon travail de recherche et en tant que juriste, c'est de trouver de nouvelles pistes de réflexion. Et je ne sais pas si c'est pareil pour vous, c'est là où vraiment j'ai trouvé le travail intellectuel très, très, très intéressant et très enrichissant. Donc, je vous propose de nous attarder sur le champ d'application personnel du droit relatif aux relations entre les plateformes et les consommateurs dans une première partie, et puis ensuite de voir le champ d'application matériel en vous expliquant que je vais faire un focus peut-être sur le règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché des services numériques, donc on appelle communément le DSA. Voilà, c'est peut-être aussi un point d'attention. Lorsque j'ai débuté mes travaux de thèse, il n'y avait aucun texte, si ce n'est ce fameux article dont je vais vous parler en droit de la consommation. Et donc tout était encore en construction. Et quand j'ai achevé mon travail de recherche, venaient juste d'être publiées les propositions de règlement sur les services numériques et sur les marchés numériques. Mais ils n'avaient pas encore été adoptés. Donc depuis, bien entendu, ils l'ont été, et donc je vais vous en parler. Sur le champ d'application personnel du droit relatif aux plateformes, il faut d'abord s'intéresser à la définition des acteurs, donc c'est-à-dire les plateformes et les consommateurs. Et puis, après, dans une deuxième sous-partie, j'aimerais vous parler des particularités des contrats conclus entre les plateformes et les consommateurs. En ce qui concerne les plateformes, il faut déjà remarquer que ce sont des services d'intermédiation en ligne de la société de l'information dont les modèles d'affaires divergent. Ce sont des opérateurs qui couvrent un large éventail d'acteurs tels que les places de marché ou encore les réseaux sociaux. Et de plus en plus d'auteurs annoncent l'avènement d'un droit des plateformes, et je pense que vous allez, en tant que juriste, vraiment en entendre de plus en plus parler et même voir le pratiquer ensuite au quotidien. Donc la première définition d'opérateur de plateforme a été posée par la loi pour une république numérique, et le premier paragraphe de l'article L111-7 du Code de la consommation est vraiment centré sur la notion d'intermédiation, puisque est qualifié d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale qui propose à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne qui repose soit sur le classement ou le référencement au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, soit sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu ou d'un bien ou d'un service. Donc c'est véritablement une définition qui est centrée sur la notion d'intermédiation, qui est totalement absente de la définition de plateforme telle qu'elle est actuellement consacrée à l'article 3i du DSA, qui, grosso modo, si on résume, considère que la plateforme est un sous-hébergeur. Alors, moi, honnêtement, la définition qui est posée dans le DSA, je vous invite à la lire. Je vous épargne le fait de la lire moi-même, mais j'ai eu du mal à la comprendre. Enfin, la première fois, je me suis dit, qu'est-ce que cette définition, à part le fait que ce soit un service d'hébergement, j'ai eu du mal à l'appréhender. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette définition, elle s'inspire de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a participé, avant le DSA, à la construction de la délimitation des plateformes, en déployant une méthodologie pour déterminer si un service d'intermédiation répond à la
définition de service de la société de l'information soumis à la directive e-commerce, ou s'il fait partie intégrante d'un service global dont l'élément principal est un service relevant d'une autre qualification juridique. Et là, est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, des jurisprudences Airbnb? Ça vous dit quelque chose? Oui. Ou Uber? Est-ce que ça... Non. Mais en fait, par exemple, Uber avait été considéré comme un service de transport parce que c'est l'élément principal, c'est pas de l'intermédiation. C'est véritablement, vous en tant qu'utilisateur, quand vous utilisez Uber, c'est pour aller d'un point A à un point B. Airbnb, c'est différent, c'est vraiment une intermédiation entre la personne qui va louer l'hébergement et la personne qui le propose. Donc le fait que ce soit une activité qui relève d'une fonctionnalité mineure du service principal, c'est véritablement au cœur de la définition de plateforme. Alors, au-delà de cette catégorie de plateformes, vous avez une définition des très grandes plateformes qui ont un nombre moyen de destinataires actifs du service dans l'Union européenne qui est égal ou supérieur à 45 millions d'utilisateurs à l'issue d'une désignation par une décision de la Commission européenne qui a eu lieu en avril dernier. Et donc, il y a 18 plateformes qui ont été désignées comme étant des très grandes plateformes. Par exemple... Facebook, Amazon et j'en passe. Alors, la définition de plateforme, à mon sens, elle va être compliquée parce que vous avez aussi cette notion de contrôleur d'accès, qui est la notion un petit peu équivalente et qu'on retrouve dans le DMA. Et on va véritablement avoir une articulation entre ces deux textes qui va être, à mon sens, difficile et qui ça aurait été sans doute mieux d'avoir un seul texte. Pas un DSA et un DMA, mais un texte avec des définitions qui sont harmonisées parce que est-ce qu'une plateforme, une très grande plateforme, va être un contrôleur d'accès? La désignation n'est pas la même et donc je pense que ça va être très, très compliqué à mettre en œuvre. Mais on peut espérer que la Cour de justice de l'Union européenne va contribuer à préciser les notions de plateforme ou de contrôleur d'accès. Et on en a d'ailleurs une récente illustration, puisque Amazon, justement, à l'issue de cette désignation en avril dernier de très grandes plateformes, a demandé devant le tribunal de l'Union européenne la suspension de la décision de la Commission européenne, qui la désignait comme étant une très grande plateforme, notamment pour contester l'application de l'article 39 du DSA, qui oblige les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche à tenir et mettre à disposition du public un registre publicitaire pour toute la période pendant laquelle ils présentent une publicité et jusqu'à un an après sa dernière présentation. Donc on comprend bien qu'Amazon, pour des questions de préservation de ses intérêts économiques, a contesté cet article. Et le tribunal de l'Union européenne, dans une ordonnance du 27 septembre dernier, a confirmé cette analyse. Alors attention, c'est une ordonnance, donc on est en référé, donc le fond peut diverger, mais il a été constaté que les obligations relatives au référentiel publicitaire permettent à des tiers d'accéder à des secrets d'affaires significatifs concernant les stratégies publicitaires des clients annonceurs et que par conséquent, Amazon ne peut pas attendre l'issue du litige principal sans subir un préjudice grave. En ce qui concerne les consommateurs maintenant, je ne vais pas revenir sur la définition de consommateur telle qu'on la connaît classiquement. Mais moi, ce qui m'a intéressée dans le cadre de mes recherches, et je pense que peut-être je ne sais pas si tu as eu le même ressenti, Liane, c'est que de plus en plus émerge la notion d'utilisateur dans de plus en plus de textes. Par exemple, sur les règlements sur les services numériques et sur les marchés numériques,
on retrouve les définitions de destinataire de service ou d'utilisateur final. Et c'est aussi une notion qui est employée dans différents textes européens en préparation, qui sont relatifs à l'économie et à la société numérique, mais sans pour autant être unifiée. Et donc on a vraiment des définitions qui sont divergentes en fonction des textes. Alors certes, en fait, on pourrait considérer que la notion d'utilisateur, on la comprend plus ou moins, c'est-à-dire, bah oui, vous utilisez un service numérique, donc ça pourrait réunir sous un même dénominateur, par exemple, les consommateurs ou encore les entreprises utilisatrices. Mais il me semblait, dans ce que je développe dans ma thèse, c'est que ce serait sans doute plus exact d'associer à cette notion la qualité finale de l'utilisateur. Par exemple, est-ce que c'est un utilisateur consommateur ou un utilisateur professionnel, afin d'éviter de brouiller les catégories juridiques déjà existantes. En ce qui concerne maintenant la particularité des relations contractuelles, on a deux points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Le premier, c'est que lorsque vous contractez un contrat avec une plateforme, c'est un contrat qui est particulier dans le sens où c'est un contrat triangulaire qui est conclu en échange généralement de données personnelles. Pourquoi un contrat triangulaire? Parce que il repose sur des relations entre la plateforme, le prestataire de produits ou services et le créancier de cette prestation, c'est-à-dire le consommateur. Et ensuite, pourquoi ils sont particuliers aussi? C'est parce qu'ils sont conclus en échange de la valorisation de données à caractère personnel, à titre principal ou accessoire. Et l'originalité de ces contrats a été prise en compte assez tôt par le juge et par le législateur, puisque la directive 2019-770 du 20 mai 2019, qui est relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenu numérique et de services numériques, et la directive 2019-2161 du 27 novembre 2019, dite directive Omnibus, ont consacré expressément la catégorie de contrats de contenu et services numériques qui sont conclus en échange de la valorisation de données personnelles, afin en fait que les consommateurs, quand vous utilisez une plateforme, généralement c'est gratuit, du moins monétairement, mais afin que vous bénéficiez des mêmes protections pour ces contrats que pour ceux avec acquittement d'un prix. Ensuite, un autre point qui me paraissait intéressant, c'était de m'intéresser sur le dépassement de la qualité des parties, et notamment le fait du fait de la symétrie de pouvoir et d'information entre les consommateurs et les plateformes, des critères de protection classiques qu'on avait l'habitude de retenir, donc la qualité des parties, étaient peut-être remis en cause, et on peut, sur les plateformes, appliquer, il me semble, d'autres notions, comme la notion de faiblesse, de vulnérabilité, ou encore, on la voit aussi émerger, celle de citoyenneté. Et dans certaines circonstances, les consommateurs peuvent être en situation de faiblesse, voire de vulnérabilité sur les plateformes. Si vous êtes intéressé, je vous enjoins à lire les avis du Bureau européen des unions des consommateurs, qui a émis une proposition qui est relative à l'introduction du concept de vulnérabilité numérique, qui résulte d'une asymétrie de pouvoir dans les relations professionnelles consommateurs, en raison de facteurs internes et externes qui échappent au contrôle du consommateur. Et donc parmi les facteurs internes, on retrouve notamment un manque de littératie numérique, des préjugés personnels, ou encore une simple surcharge d'informations. Et quant aux facteurs externes, il couvrirait entre autres les architectures de choix numériques, le manque de connaissances, ou encore le contrôle limité de données via les interfaces utilisateurs. Un autre point qui est intéressant, c'est que je me suis posé la question de me dire, mais en fait, l'utilisation des plateformes devient tellement centrale dans nos vies
est-ce que les notions existantes comme celle de contrat d'adhésion que vous devez connaître, hein, pour rappel, le contrat d'adhésion, c'est un contrat qui est proposé de manière unilatérale par une partie ou à une autre et qui n'a d'autre choix que d'accepter ou de refuser l'offre telle qu'elle lui est présentée. Donc sur les plateformes, bien entendu, on conclut uniquement des contrats d'adhésion, mais je me suis dit, est-ce que finalement cette notion, elle est adaptée ou est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de la dépasser? Et c'est là où, en fouillant un petit peu, j'ai trouvé un ouvrage absolument passionnant de professeurs de droit de différents pays qui avaient proposé la notion de contrat d'existence, donc en anglais lifetime contracts, qui permet de regrouper plusieurs contrats qui établissent des relations de longue durée et qui permettent de se procurer des biens ou des services essentiels, en particulier un logement, un travail ou un prêt. Et Madame Muriel Fabre-Magnan propose d'élargir cette notion de contrat d'existence par celle de contrat crucial. Et c'est là où je me suis dit, ah, il y a une idée intéressante et elle me paraît appropriée dans la mesure où certaines plateformes ou moteurs de recherche permettent d'accéder à des biens et des services qui sont devenus essentiels pour les consommateurs, par exemple pour trouver une information ou même de plus en plus maintenant pour trouver un travail. Et ce qui est intéressant, c'est que le régime du contrat d'existence, il est adapté puisqu'il met au centre la considération de la personne et il s'avère plus protecteur que le contrat d'adhésion. Donc c'est vraiment une notion aussi qui me paraissait intéressante dans la mesure où elle pouvait s'appliquer à la fois aux consommateurs, aux travailleurs des plateformes ou à certaines entreprises utilisatrices. Et donc ça rejoignait mon idée de base qui était de proposer une loyauté des plateformes à l'égard de tous les utilisateurs. Maintenant, sur le champ d'application matériel, je voudrais m'attarder sur la transparence dont on a un peu parlé avec Liane, et qui est évidemment centrale dans le DSA, mais qui devrait être, à mon sens, renforcée dans la mesure où justement le texte il est vraiment limité à des obligations de transparence concentrique qui s'ajoutent depuis l'ensemble des fournisseurs de services intermédiaires aux hébergeurs, puis aux plateformes et aux très grandes plateformes. Vous avez par exemple de nombreuses règles relatives aux conditions générales d'utilisation, puisque ont été instaurées une obligation d'information envers les destinataires de services et à la charge des fournisseurs de services intermédiaires en cas de modification importante des conditions générales, une obligation aussi d'expliquer les conditions générales et les restrictions d'une manière compréhensible pour les mineurs, lorsque le service s'adresse principalement à des mineurs ou est utilisé de manière prédominante par eux. On exige aussi maintenant des très grandes plateformes et des très grands moteurs de recherche qu'ils publient leurs conditions générales dans toutes les langues officielles des États membres concernés par leur service et qu'ils fournissent un résumé concis, clair et facilement accessible de ces conditions générales d'utilisation. Donc le règlement sur les services numériques, il maintient la transparence des pratiques des plateformes en tant que notion centrale. La transparence des systèmes de recommandation, par exemple, est vraiment centrale et les fournisseurs de plateformes, maintenant, doivent désormais faire figurer dans leurs conditions générales les principaux paramètres qui sont utilisés dans leur système de recommandation ainsi que les options dont disposent les destinataires de services pour modifier ou influencer ces principaux paramètres, notamment parce que la plupart du temps, les plateformes que vous utilisez, la publicité ciblée est activée par défaut. Et donc, avec le DSA, on va normalement pouvoir modifier certains paramètres de manière plus aisée. Alors, c'est intéressant, et la notion de transparence, elle est fondamentale en droit du numérique, mais à mon sens, elle est insuffisante, et c'est pour ça que la loyauté est un concept qui me paraît peut-être plus intéressant.
et qui pourrait être renforcée dans l'intérêt des consommateurs. Notamment, là, c'est une idée que j'avais eue en instaurant une contestabilité des pratiques afin de rééquilibrer davantage les relations contractuelles entre les consommateurs et les plateformes. Et c'est d'ailleurs une idée qui se retrouve aussi dans le rapport du Conseil d'État de 2022. Je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est vraiment très, très intéressant sur les réseaux sociaux et qui porte notamment sur l'une des premières propositions, c'est d'obtenir une négociation collective des conditions générales d'utilisation. Donc d'identifier en fait des associations et des regroupements d'associations qui sont susceptibles d'entrer en négociation avec les plateformes et de créer au niveau de la Commission européenne une instance de concertation qui a pour objectif d'asseoir à la même table l'ensemble des partenaires et d'identifier les clauses ou les questions qui doivent faire l'objet de discussions et de fixer conjointement l'ordre du jour des négociations et des calendriers. Donc vraiment un droit à la participation des utilisateurs ou de leurs représentants à l'élaboration des conditions générales d'utilisation et des politiques de confidentialité des données et des grandes plateformes. Alors là, ça remet totalement en cause les concepts que l'on connaît déjà en droit des contrats, mais ça me semble vraiment intéressant quand il y a des asymétries de pouvoir, et c'est notamment le cas entre les plateformes et les utilisateurs. Un autre point aussi, c'est celui des règles relatives à la publicité ciblée, qui constitue le cœur économique de la plupart des plateformes. Et moi, ce que je proposais dans ma thèse, c'était tout simplement de les interdire par défaut, ce qui n'est pas du tout ce qui se fait actuellement. Mais en fait, vous avez déjà l'article 28 du DSA qui proscrit les interfaces de publicité qui reposent sur de profilage dès lors que les fournisseurs de plateformes en ligne ont connaissance avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur. Donc en fait, on a déjà interdit la publicité ciblée à partir du moment où l'utilisateur est mineur. Et il me semblait qu'on aurait pu élargir cela à l'ensemble des utilisateurs, parce qu'en fait, la publicité ciblée, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est comme si quelqu'un était sans arrêt sur votre dos à regarder tout ce que vous faites et pour vous proposer, sans doute à un moment où vous êtes à vos rêveries, le bon article. Et donc c'est difficile de résister à cette publicité ciblée. Je dis pas qu'elle est... je pense pas qu'elle soit non plus inintéressante, parce que parfois on a besoin de la publicité ciblée pour trouver un service ou un produit qui nous convient, mais avoir de la publicité partout, tout le temps, qui nous suit, je ne sais pas si c'est forcément utile. Et donc ça rejoint la problématique de l'économie de l'attention, puisque les plateformes subissent des pratiques de manipulation, les consommateurs, subissent des pratiques de manipulation sur les plateformes, et elles sont véritablement multiples, et elles reposent sur le fait que l'économie des plateformes, c'est avant tout une économie de l'attention. Ça veut dire que le contrôle de l'attention est devenu une ressource rare, et c'est vraiment au cœur de l'activité des plateformes, si bien que toutes les grandes plateformes disposent d'équipes d'ingénieurs, de cognitivistes et de comportementalistes qui adaptent en fait tous les jours l'architecture de choix sur les plateformes afin de renforcer la rentabilité économique des plateformes. Ça a été notamment démontré, je pense que vous l'avez vu, par la lanceuse d'alerte Frances Haugen. C'était tombé juste avant ma soutenance, donc c'était véritablement passionnant, parce que j'avais vraiment une preuve d'une partie de ce que j'avançais dans mes travaux, donc notamment sur le fait que cette économie de l'attention, elle n'est pas sans conséquences, tant au niveau individuel que collectif, et que les interfaces trompeuses, qu'on dit aussi dark patterns, et la personnalisation et la publicité constituent des manifestations de cette économie de l'attention. Alors,
Le droit de la consommation hein, et le droit de le RGPD ne sont pas sont intéressants et donc encadrent véritablement cette manipulation que l'on connaît. Ça a été ensuite renforcé, on va le voir avec le DSA. Mais je pense que ça va être véritablement un travail de recherche pour les années à venir, puisque la Commission européenne a lancé en 2022 un bilan de la qualité du droit de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs pour ce qui est de la digital fairness, et donc de savoir si les 3 directives que l'on connaît, qui sont notamment celles relatives aux pratiques commerciales déloyales, aux droits des consommateurs, et puis la directive des clauses abusives dans les contrats, sont encore ou pas adaptées aux pratiques des plateformes, et donc s'il faut les réviser. Et dans le cadre de mon étude, je m'étais intéressée notamment à la nécessité de consacrer de nouveaux droits A pour les consommateurs, qui sont le droit à la protection de l'attention et le droit à l'interopérabilité de certains services de plateforme. Le droit à la protection de l'attention, il permettrait d'octroyer aux individus un droit à la protection de leur attention afin qu'ils soient informés et formés sur les mécanismes de captation de l'attention et afin de leur donner la possibilité de maîtriser et de reprendre le contrôle sur les services numériques, ce qui pourrait se concrétiser notamment par la possibilité d'un droit au paramétrage. Alors, le droit de la protection de l'attention, bien entendu, il devrait être renforcé pour certains publics, on pense notamment aux mineurs, mais il implique de responsabiliser les fournisseurs de services intermédiaires qui déploient des mécanismes de captation de l'attention, notamment en utilisant des principes que l'on connaît déjà avec le RGPD, on en a discuté hier, donc le droit notamment à l'information, à la minimisation. Et ce droit à la protection de l'attention, il pourrait être renforcé par un droit à l'interopérabilité de certains services de plateforme. En fait, ce serait vous octroyer la possibilité, en tant que consommateur, depuis un service A, d'être en mesure de consulter, voire de réagir aux services diffusés sur un service numérique B. Autrement dit, par exemple, vous êtes sur Instagram et vous pouvez voir le service de TikTok, par exemple, enfin les contenus de TikTok. Ces 2 droits, en fait, ont été consacrés, donc le droit à la protection de l'attention et le droit à l'interopérabilité, ils ont été consacrés à minima dans le DSA et dans le DMA. Tout d'abord, concernant la protection de l'attention, il faut remarquer que le DSA comporte un article 25 relatif à la conception et à l'organisation des interfaces en ligne, puisque maintenant, et là ça va être véritablement une nouveauté, les fournisseurs de plateformes ne doivent pas concevoir, organiser ni exploiter leur interface en ligne de façon à tromper ou à manipuler les destinataires de leurs services ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement la capacité des destinataires de leurs services à prendre des décisions libres et éclairées. Donc là, ça rejoint les discussions qu'on avait notamment sur l'autonomie. Je trouve ça vraiment passionnant de voir les points de convergence qu'on peut avoir entre nos travaux. Donc le DMA, il contient aussi des dispositions relatives aux interfaces trompeuses, mais il y a beaucoup d'auteurs, et notamment une étude commandée par la Commission européenne qui a été publiée en mai 2022, qui estime que le droit actuel, donc même le DSA et le DMA, ne vont pas suffire, et donc il va y avoir d'autres ajustements législatifs qui vont devoir être portés. En ce qui concerne la combinaison de plusieurs articles qui sont issus du DSA et du DMA, on s'oriente de plus en plus vers une version a minima du droit au paramétrage, puisque l'article 27 du DSA prévoit que les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de plateforme veillent à ce que les destinataires de leurs services bénéficient d'autres options, ça je vous l'ai dit, qui ne sont pas fondées sur le profilage pour les principaux paramètres de leur système de recommandation.
Et c'est aussi concernant l'interopérabilité, enfin, de certains services de plateforme, donc qui était un droit que je défendais dans ma thèse. Bien qu'imparfait, il est quand même plus ou moins présent dans le DMA, qui consacre des dispositions à ce sujet. Donc le texte contient une définition de l'interopérabilité, qui est entendue comme la capacité d'échanger des informations et d'utiliser mutuellement les informations échangées par les biais d'interfaces ou d'autres solutions, de telle sorte que les éléments du matériel informatique ou des logiciels fonctionnent de toutes les manières dont elles sont censées fonctionner avec d'autres matériels informatiques et logiciels, ainsi qu'avec les utilisateurs. Et donc, je vous le passe, mais vous avez l'article 6 et l'article 7, notamment du DMA, qui prévoient des obligations relatives à l'interopérabilité, mais qui sont limitées à certains types de contrôleurs d'accès, donc pas à toutes les plateformes. Donc, on pourrait espérer que cette interopérabilité soit étendue, et c'est d'ailleurs possible, puisque l'article 53 du DMA permet d'élargir l'interopérabilité aux réseaux sociaux après examen. Donc potentiellement, dans plusieurs années, on va avoir une interopérabilité des réseaux sociaux. C'est envisagé dans le DMA, mais ce n'est pas encore consacré. Alors pour conclure, je voulais vous proposer quelques pistes de réflexion, puisque l'encadrement des plateformes, il ne va pas être limité au DSA, bien au contraire, et donc on doit s'attendre à un millefeuille de textes législatifs qui prennent appui sur le DSA et le DMA, à l'image des propositions de règlement sur la sécurité générale des produits, sur la lutte contre les abus sexuels sur mineurs, sur les publicités politiques aussi, ou encore sur la liberté des médias. Donc l'encadrement des plateformes, il en est qu'à ses débuts, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il inspire déjà d'autres pays dans le monde, notamment le Japon ou encore aux États-Unis, puisque le président Biden a publié en janvier dernier une tribune dans le Wall Street Journal qui exhorte les républicains et les démocrates à unir leurs forces pour réguler les pratiques des géants de la tech. Donc véritablement, je pense que le DSA et le DMA, comme le RGPD, vont inspirer d'autres pays dans cette voie. Donc la proposition finale de ma thèse, c'était de proposer que la loyauté devienne un principe directeur du droit du numérique, notamment pour s'appliquer à l'ensemble des systèmes algorithmiques, et puis pour irriguer aussi les législations européennes à venir, notamment concernant l'encadrement de l'intelligence artificielle ou encore des travailleurs des plateformes. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.